Pourquoi beaucoup d'entre nous allons vieillir et mourir seuls? Plus quelques pistes pour que cela n'arrive pas, mais je vais pas vous mentir, c'est un travail d'équipe. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère que ça va. Alors les deux prochaines vidéos qui vont venir vont être un peu spéciales. Disclaimer 1, je ne suis pas là pour faire un exposé d'histoire. Je suis là pour donner quelques petites clés pour comprendre l'évolution de notre vie amoureuse et familiale dans les grandes lignes. Selon moi, ok, je raisonne par tranche de 50 ans environ quand j'explique la chronologie en fait de nos vies familiales et amoureuses. Disclaimer numéro 2. Je parle de l'Occident parce que c'est ce que je connais. Donc je ne parle que de ce que je connais et j'ai conscience du fait que dans d'autres continents ou dans d'autres civilisations, il se passe d'autres choses. Disclaimer 3. Oui, je peux être subjectif parfois et par conséquent, il peut arriver que mes émotions transparaissent dans mon ton ou dans ma manière d'expliquer les choses. Je vais vous demander de vous concentrer principalement sur le fond, s'il vous plaît. Alors, cette vidéo va être en deux parties, ok? La première partie, c'est je vais vous expliquer dans les très grandes lignes qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est au niveau de nos vies amoureuses et sentimentales. Je vais aussi expliquer la majeure partie des problèmes que l'on a qui sont en réalité les conséquences de notre évolution. Et puis, dans la deuxième partie de ce dossier, on va appeler ça comme ça, je vais vous donner des pistes basées sur donc, ce que j'ai compris, basées sur mes recherches, mes réflexions et puis un peu mon expérience aussi, mais plus mes recherches et mes réflexions sur comment est-ce qu'on peut faire pour avoir à nouveau des vies amoureuses plus stables, avec des relations qui soient plus pérennes sur le long terme. J'ai découvert récemment que pour les gens de ma tranche d'âge, sachant que donc je suis dans la trentaine, hein, je fais partie de ce qu'on appelle les millennials, dans ma tranche d'âge, la moyenne de durée d'une relation, tenez-vous bien, 4,2 ans. C'est bizarre, d'accord? Et je trouve que c'est extrêmement dommage. Un autre truc que j'ai compris et qui est très important, c'est que la solitude va devenir en fait le fléau de notre génération. C'est déjà le fléau de notre génération, d'accord? J'ai travaillé avec des élèves dans la séduction pendant le Covid et je peux vous assurer que les gens qui se sont sentis seuls alors qu'ils sont encore relativement jeunes et relativement désespérés par rapport à leur situation amoureuse, j'en ai vu plein. Donc je présume que si c'est compliqué pour nous à la trentaine de survivre à la solitude ou de gérer la solitude alors qu'on est à une ère d'internet et qu'on peut avoir une vie sociale épanouie et que la plupart d'entre nous avons un travail, je me demande vraiment comment est-ce que ça va se passer. Pour les années à venir et en gardant bien en tête que la solitude, et je vous en parlerai sans doute dans la vidéo numéro 2 ou dans une vidéo suivante, je vais vous expliquer exactement quels sont en fait les dommages et les répercussions de la solitude dans notre vie. Donc c'est ce dont on va parler. Très important aussi, pour ceux qui ne le savent pas, hein, je suis coach spécialisée dans la séduction et dans le charisme. Et par conséquent, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour faire un point sur vos besoins, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous cliquez normalement sur le bouton de droite qui est j'ai besoin d'un programme de coaching ou je suis intéressée par un programme de coaching. Vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi et on en discute. Ceci dit donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors au commencement était, on va dire, avant. Et par avant, on va dire, il y a à peu près entre 100 et 150 ans, d'accord? La famille nucléaire était perçue comme le premier et le plus puissant tissu social que l'on avait. D'accord? Et dans ce tissu social qui était fait donc dans cette famille nucléaire, il y avait une répartition des rôles qui était très définie, avec un seul chef de famille, un papa, et un seul revenu qui à l'époque était suffisant pour faire vivre tout le monde. La femme était considérée comme mineure à vie et elle était également considérée comme une propriété. Propriété de son papa ou propriété de son mari. Le mariage d'amour n'était pas la chose la plus commune et souvent l'amour arrivait plus tard. Alors je vais pas vous mentir, j'ai une culture maghrébine. Chez moi, je trouve pas que c'est une si mauvaise chose en soi, en réalité, que l'amour arrive plus tard. Mais ça, c'est mon point de vue personnel, je le dis tout le temps. La fertilité à l'époque était sans commune mesure avec celle que nous avons
actuellement, que ce soit voulu ou non, parce que tu pouvais pas forcément avorter et les bébés ça popait un peu n'importe comment et ça popait un peu beaucoup par accident. Maintenant, à cette époque, il y avait également un grand sens de la communauté qui primait sur l'individualisme et on avait un caractère inconditionnel par rapport à la famille. Parce qu'à l'époque, on mesurait l'importance de l'interdépendance. Par contre, à cette époque-là, et je parle d'il y a 100 ans, il y avait zéro chance de s'extraire de sa condition sociale. Par conséquent, il faut bien comprendre que si c'était bien comme ça, on aurait laissé la situation telle qu'elle, ok? Vous vous rendez bien compte d'à quel point ce système, il n'était pas viable et pas bancal et qu'il n'était pas plus parfait que la situation dans laquelle on se trouve maintenant. La situation dans laquelle on se trouve maintenant en termes de vie amoureuse et de relations sociales et de relations, oui, sociales en général est dramatique et c'est la raison pour laquelle j'ai le besoin d'en parler et c'est la raison pour laquelle je fais le métier que je fais, mais c'était pas mieux avant, ok? La femme était dépendante des hommes dont elle était la propriété et par conséquent, elle était incapable d'échapper à une situation où elle pouvait être en danger sur le plan physique, mental ou émotionnel. Et là, pour le coup, si vous reprochez aux femmes d'être des michetots, rappelez-vous qu'il fut un temps où un homme avait l'entière responsabilité de nourrir l'intégralité de sa famille. On avait également très peu de contrôle sur notre destin et sur la procréation en général, quel que soit ton genre, mais surtout si tu es une femme. Les divorces étaient tabous et par conséquent, la convergence des deux donnait des familles malheureuses en général, ni plus saines, ni plus faciles. Donc, c'était pas mieux avant. Et puis, il y a eu tout un tas d'événements qui ont eu des répercussions sur la sociologie de la famille, pêle-mêle et non exhaustif. Je suis sûre qu'il y en a plein, des énormes, évidents, que j'ai pas en tête, mais du coup, j'ai tâché de les lister. Et parmi eux, il y a eu la révolution industrielle qui a beaucoup changé les choses parce que cela nous a donné beaucoup de liberté. Il y a eu également l'émancipation des femmes et l'avancée vers l'égalité des droits de fait, et je suis très contente de ça. À ceci s'est ajouté la révolution sexuelle et les progrès de la science et la démocratisation de la contraception. Avec ça, la conséquence a été une transition démographique qui a fait drastiquement chuter le nombre d'enfants par foyer. Vous rajoutez à cela aussi un environnement, on va dire, hormonal qui ne nous aide pas à la fertilité, plus la déstigmatisation du divorce, la déstigmatisation relative des mères célibataires, l'exode rural et l'agglomération dans les grandes villes en général, la globalisation et l'ouverture sur le monde, ce qui nous a apporté un champ plus large de partenaires potentiels. Pareil, alors on va pas ici trop revenir sur les corrélations ou les relations de cause à effet de ces événements entre eux, on n'est encore pas là une fois pour faire de l'histoire, on est là pour expliquer dans les grandes lignes un contexte et son évolution. Maintenant, si vous voulez mon avis, il n'y a pas un truc dedans que je regrette, ok? J'aurais bien dit la révolution industrielle, mais j'ai écrit cette vidéo d'un ordinateur qui fonctionne à l'électricité de mon bureau basé à l'étranger, après ingurgitation de 2 toasts à l'avocat, alors popoun! L'être humain en général et le genre féminin en particulier s'est retrouvé libéré de beaucoup de contraintes et il a enfin pu prendre les rênes de son destin. Nous avions désormais les moyens légaux, techniques, sociétaux de se créer une vie sur mesure. Je lis trop vite, on va ralentir un peu le speed. Ok, c'est encore compliqué de se créer une vie sur mesure aujourd'hui pour beaucoup de monde, mais notre génération a tendance à oublier que c'était pire avant, d'accord? Aussi, l'épanouissement personnel est devenu une vraie préoccupation, ok? La quête de réalisation de soi et du bonheur, voire du plaisir, est devenue plus ou moins notre raison de vivre et nous avions assez de puissance en termes d'innovation, en termes de droit pour dire non. Bravo, on avait débloqué un nouveau niveau sur la pyramide de Maslow. Top. Le problème n'est pas l'ensemble de ces événements. Le problème n'est pas l'émancipation des femmes. Le problème n'est pas la libéralisation de la sexualisation. Le problème n'est pas la démocratisation ou la désacralisation du divorce. Le problème, c'est la réaction que l'on a eue à échelle individuelle et à échelle sociétale en général à ces 10 événements. Là encore, je vais éviter d'évoquer les rapports de causalité entre ces événements et je vais rester dans les très grandes lignes parce que je suis là pour expliquer plus le comment que le pourquoi. Mais dans les très grandes lignes, tous ces facteurs-là ont amené des réactions qui ont empiré notre situation, notamment sur le plan relationnel en général et amoureux
en particulier. Le premier étant un accès plus facile à la gratification instantanée, c'est-à-dire la sexe, le bouffe, le divertissement à volonté, et en général un détachement de plus en plus progressif entre les efforts à fournir et la gratification qui doit suivre. Ensuite, le mariage d'amour est devenu la norme, mais l'amour est un sentiment. Le problème avec le mariage d'amour, c'est que donc on n'a plus basé notre décision de passer le restant de nos jours avec quelqu'un sur des considérations pratiques, on les a basés sur des émotions qui par définition peuvent évoluer. Conséquence de quoi, la fin de l'amour ou surtout de l'état amoureux dans la majeure partie des cas dans notre société signe la fin du mariage. J'ai entendu récemment un couple se séparer et le mec dire à la femme « j'ai plus les papillons ». Les papillons sont pas censés rester 50 ans putain. Et dans tout ce bordel, la promotion du mythe de l'âme sœur par l'art en général et Hollywood en particulier. Alors on va faire un détour sur ce truc. Autant je crois en l'amour pour la vie, autant l'âme sœur, qu'est-ce qu'on fait de ce truc, quoi? L'âme sœur, c'est ce mythe incroyable qui serait une source inépuisable de joie. Ce serait à la fois la réponse à toutes nos questions, la solution à tous nos problèmes, la quête de notre vie et, pour beaucoup de femmes, mais pour tout le monde en général, une preuve sociale de réussite. C'est-à-dire, si tu as rencontré l'âme sœur, on te dit chapeau. Et je comprends que ce mythe, il est la cote. J'ai longtemps fantasmé sur l'âme sœur moi-même, et puis mon cortex préfrontal est arrivé à maturation. Le problème, c'est que quand tu adhères au mythe de l'âme sœur, ça veut dire que tu espères de ton conjoint à la fois soutien et amour inconditionnel. Or, un amour sain peut comporter malgré tout des conditions. En tout cas, une relation doit comporter des conditions. Aucune embrouille, parce qu'on est fait l'un pour l'autre. Par conséquent, zéro concession, zéro besoin d'évolution et donc zéro inconfort. Un état amoureux perpétuel et des parties de jambes en l'air extraordinaires, donc se sentir vivant, que l'amour nous fasse nous sentir vivants pour toujours. Demandez aux couples qui sont là depuis plus de 15 ans s'ils se font encore sentir vivants mutuellement. Vous allez vous dire, ils vont vous dire oui, mais pas de la même manière que quand ils ont commencé. Et puis, l'âme sœur a ce petit côté magique qui fait qu'on n'a plus de questions à se poser. C'est lui ou c'est elle, parce que l'univers nous a donné des signes. Donc, zéro décision à prendre, c'est le destin qu'a choisi pour nous. Bref, moi aussi, hein, si ce truc il existait, j'achèterais, ok? J'ai beau aimer mon mec de la tête aux pieds, j'ai beau m'estimer chanceuse de l'avoir, je l'ai choisi, j'ai la ferme intention de finir mes jours avec ce type, je me fais zéro illusion sur le fait que mon homme soit mon âme sœur, ok? J'ai pas d'âme sœur, que mon chien c'est mon âme sœur, pour toujours. Mais le mythe de l'âme sœur, et c'est pour ça que je vous en parle, a considérablement réduit nos chances de bâtir des relations saines et solides sur le long terme, parce qu'il devient un référentiel sur lequel nous refusions désormais de transiger. C'est notre âme sœur ou rien. On va mettre fin à des très belles relations parce qu'elles impliquent de se remettre en question, de pardonner les erreurs de l'autre, de choisir un partenaire aussi imparfait que soi, ou de renoncer à des opportunités de rencontrer ce qu'on pourrait qualifier de mieux, ou même on n'a pas à dépasser la honeymoon phase, parce que par définition, avec le mythe de l'âme sœur, la honeymoon phase, c'est pour toujours. Et puis même dans l'ensemble, et c'est un des plus gros problèmes de notre génération, on confond tout. Le bonheur et le plaisir. C'est également le résultat de l'évolution de notre société et de cette course à la gratification immédiate. On confond l'amour et l'état amoureux, le premier étant juste un état physiologique. Le second est un sentiment universel. Ensuite, on confond le couple, qui est une relation de nature romantique, et le mariage, qui est un partenariat domestique, censé être définitif, souvent pilier de la famille et donc tronc d'un arbre généalogique dans lequel on va mettre des bébés. On confond changer et évoluer, et si personne ne devrait nous imposer le premier, le second est souvent le fruit de remise en question, et cela est important quand on a l'intention de fonder un foyer. Et puis, enfin, on confond la phase de lune de miel et le sentiment d'évidence en fait qu'apporte une relation heureuse. Ce que je veux dire par là, c'est que la lune de miel te donne cette espèce de sentiment d'évidence. Sauf que ça ne va pas durer parce que par définition, c'est la lune de miel. Et c'est sans compter les milliers d'erreurs que l'on fait tous et qu'on a tous fait au moins une fois moins comprises. Et parmi elles, j'en ai répertorié au moins 5 auxquelles j'ai été le plus confrontée en 10 ans de travail dans le milieu de la séduction. Je vais vous expliquer la racine de ces erreurs et je vais vous expliquer en quoi ce sont des erreurs et en quoi ça vous tue votre vie amoureuse. Première chose, FC homme contre FC femme. Et alors là, je facepalm à l'infini quand je vois des soi-disant coachs, des pick-up artistes, des mâles alpha parler des femmes comme si elles étaient des petits animaux mystérieux, des Pokémon ou l'ennemi. Vous vous rendez compte du manque de logique, de mépriser les femmes, de les déshumaniser, de parler d'elles aussi mal, de considérer l'amour et le couple comme un terrain de guerre et espérer que les femmes soient d'accord pour être en couple avec vous?
Non. Et puis vous comprenez aussi la double injonction en fait que la plupart des hommes qui n'aiment pas les femmes font. De toute façon, moi je veux une femme qui soit vierge, tu vois. Mais je veux qu'elle soit quand même archi douée au lit, tu vois, parce que sinon je vais avoir envie d'aller voir ailleurs et tout, ce sera ta faute. Puis je veux une femme traditionnelle, hein, qui s'occupe des enfants, qui reste à la cuisine. Mais je veux pas qu'elle compte sur moi pour lui payer des trucs, ok? Je veux pas d'une michto. Et tu vois, je veux d'une femme qui s'entretienne, hein, tu vois, je veux qu'elle fasse des efforts, je veux qu'elle passe des heures à la gym, je veux qu'elle s'apprête, je veux qu'elle manque des légumes, je veux qu'elle soit belle, mais je veux pas qu'elle le sache. Malgré tous les efforts qu'elle fournit pour l'aide, je veux pas qu'elle s'en rende compte, tu vois, parce qu'après elle va se la péter et elle va comprendre qu'elle peut potentiellement trouver mieux que moi. Je comprends pas pourquoi je suis célibataire, moi toutes des putes. Mon premier conseil, n'écoutez pas les conseils en amour des hommes qui parlent mal des femmes. Ils ne les comprennent pas. Et puis s'ils parlent des femmes comme ça, et s'ils n'aiment pas les femmes, et s'ils reprochent tout et n'importe quoi aux femmes, c'est qu'ils ont du ressentiment vers les femmes. S'ils ont du ressentiment vers les femmes, c'est qu'ils sont pas heureux dans leur vie amoureuse. Erreur numéro 2. Je mérite le meilleur, même si je ne suis pas le meilleur. Alors, de la même manière, je suis super triste de voir des gens avoir une liste de courses longue comme la guerre de 100 ans en termes de critères pour leur prochain partenaire et ne pas être en mesure eux-mêmes de répondre au tiers du quart de la moitié de ces critères. C'est quelque chose que j'ai vu très régulièrement chez mes élèves. Ils veulent une femme impeccable et ils me posent des critères et je leur pose la question une seule seconde de est-ce qu'ils correspondraient à ces critères eux-mêmes, genre est-ce qu'ils sortiraient avec leur version féminine? La réponse est non. Donc, si vous voulez Angelina Jolie, il faut au moins être Brad Pitt, ok? Et moi je dis, je vous encourage en fait justement à travailler sur vous pour devenir des Brad Pitt. Pour peu que vous placiez vos efforts au bon endroit, c'est ce que l'on voit avec mes élèves en coaching. Problème numéro 3, on est la Fifi's génération, la génération de nos petites émotions. Oh là 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 là. Nous ne supportons plus les émotions négatives et nous les considérons d'ores et déjà comme le signe qu'il faille rompre. Ou pire, l'absence de sentiments hyper positifs et d'exaltation immédiate est pour nous le signe qu'une relation ne doit pas démarrer. Comme si nos émotions devaient être les seuls éléments à prendre en compte pour prendre des décisions sans s'inquérir une seule seconde de la réalité en fait. Problème numéro 4. Le couple n'est plus un projet, un truc à cultiver, quelque chose sur lequel il faut travailler. Le couple pour nos générations est devenu une expérience dont on attend tout, mais sans effort. Comme si notre couple n'était pas le fruit de ce que l'on en faisait. Et il faut comprendre que beaucoup de couples tiennent sur le long terme parce qu'ils considèrent leur relation comme un engagement. Et donc, il y a des décisions qui doivent se prendre et qui vont découler de cet engagement. Et ils mesurent la part d'effort nécessaire pour que cette relation vive. J'entends beaucoup de gens parler de l'herbe qui n'est pas plus verte ailleurs, etc. Moi, je vais vous le dire, je vous spoil, je reviendrai dessus. L'herbe, elle est effectivement pas plus verte ailleurs. L'herbe, elle est plus verte là où on l'arrose. Et si t'as compris ça, t'as tout compris. Et enfin, problème numéro 5, on confond l'envie de se mettre en couple avec quelqu'un et le challenge que cette personne peut représenter. Et du coup, on va s'obstiner à courir après quelqu'un sans même se demander si cette personne est vraiment faite pour nous. Et là aussi, je connais ce problème par cœur. C'est la même chose avec les relations longue distance notamment. Non seulement l'amour est censé triompher, et en plus, on est le héros de notre vie et on est le héros de notre histoire. Et donc, malheureusement, tous les films qu'on a vus, toutes les épopées, les histoires qu'on a eues nous ont appris que d'une part, c'est toujours le héros qui gagne à la fin, et d'autre part que l'amour est censé être plus fort que tout, ok? Sauf que du coup, lorsque l'on doit abandonner une relation toxique ou lorsque l'on doit lâcher l'affaire, arrêter d'essayer de séduire quelqu'un qui n'est pas attiré par nous, notre ego vient s'immiscer et notre ego nous empêche de vouloir lâcher l'affaire. Pourquoi? Parce que si c'est le héros qui gagne à la fin et qu'en plus l'amour doit triompher et que je n'arrive pas à séduire ou à garder la femme que je veux, cela veut dire que non seulement ça remet en question la force de mon amour et de notre relation, donc ça fait mal à l'ego, mais en plus de ça, je suis pas le héros. Comment ça, je suis pas le héros? Parfois pour gagner, il faut savoir perdre. Donc, une fois tout ça su, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous donne rendez-vous dans la vidéo numéro 2 qui va apparaître normalement le lendemain ou dans 2 jours et je vais vous donner des pistes de solutions.